Guillaume Parapsy, toujours dans notre enquête sur les voyants, les tarologues, etc. Et donc, vous êtes quand même un spécialiste du tarot. Oui, alors ça fait 17 ans en fait que je... Combien de temps? 17 ans que je pratique. Vous avez commencé le Verseau alors? Non, mais j'ai 32 ans. Voilà. Donc voilà, j'ai commencé, en fait j'ai pris contact avec les cartes très jeune, effectivement à l'âge de 4 ans. Les cartes normales si vous voulez. Alors en fait c'était le petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Ah quand même, il circulait dans votre famille. Oui, c'était mon arrière-grand-mère qui lisait les cartes. Ah voilà. Et après les repas de famille. Et votre c'est ça, et quand vous avez 6 ans, vous la voyez, elle faisait des choses à la fin du repas, je sais pas. Voilà, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'elle était très âgée, donc elle était jusqu'à 97 ans. Oui. Et vous, et entre vous et votre arrière-grand-mère, il n'y a eu personne entre vous et votre arrière-grand-mère. Ma mère. Votre mère aussi. C'est ça. Alors, voilà. Donc tout naturellement, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir un jeu et à me passionner pour les cartes. Mais dans un premier temps, c'était surtout, vous aviez l'idée que chaque carte avait sa signification, non? Bien, vous aviez déjà un phénomène de voyance. Alors moi j'ai toujours été sensible, effectivement, j'ai une sensibilité un peu unique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais votre question c'était... Est-ce que vous avez commencé par acquérir la connaissance de ces différentes cartes par des bouquins ou par exemple, ou bien est-ce que vous êtes laissé au départ, inspiré tout simplement par votre ressenti personnel? Au départ, donc j'étais en vacances avec un ami et c'est vrai que je fais des tirages comme ça avec mon premier jeu de tarot. Et ce que j'ai vu dans les cartes, c'est avéré vrai. C'était par rapport aux vacances de ses parents. Mais est-ce que vous avez vu dans les cartes, c'était des choses que vous aviez apprises? Non. Ou est-ce que c'était des choses qui vous sont venues à l'esprit? Oui, ça m'est venu à l'esprit. Donc vous avez complètement dépassé la signification de base, ou est-ce qu'il y avait un rapport entre l'image et ce que vous aviez à dire? En fait, je trouvais les images vraiment fascinantes et étranges. Et je sentais que, surtout dans le tarot de Marseille, où il y a des fausses perspectives, il y a des choses, le décor est vraiment construit d'une façon, quand on regarde bien les détails, il y a plein de petits détails qui parlent à l'intuition. Vous connaissez le travail de Jodorowsky peut-être? Oui. Parce que lui, il décortique complètement tout ça. Oui, dans son livre La voix du tarot. C'est ça, que vous aviez fait de votre côté déjà. En fait, je me suis, maintenant, j'ai vraiment mes significations de cartes. C'est vrai que j'utilise plus mon intuition, parce que finalement, il y a tout le côté, au départ, on étudie les significations des cartes. Oui. Mais finalement, ce qui est important, c'est l'interprétation personnelle et c'est vraiment de pouvoir être à l'écoute de son intuition pendant un tirage. Alors le tirage, c'est qu'est-ce qu'il fait? Le tirage, c'est vous ou c'est le client? C'est quand même une maintenant, question. j'utilise le tarot à jouer en fait. Oui, mais qu'est-ce qui le tire? C'est la personne qui est en face de vous ou c'est vous qui tirez les cartes? Alors là, je fais couper et je bats les cartes. Mais le choix des cartes, c'est qui le fait? C'est en fait c'est une méthode particulière de cartomancie que j'utilise avec le jeu de tarot à 78 cartes. Voilà, donc en fait je bats les cartes, la personne coupe et ensuite j'étale les cartes dans l'ordre. Voilà. Donc elle n'a pas besoin de tirer chaque fois une carte, ce qui est assez pénible finalement je trouve. Si on fait ça pendant une heure, non, mais en plus, on se demande pourquoi elle devrait sortir cette carte-là et puis placer là. Et puis... Donc vous êtes passé du tarot de Mademoiselle Lenormand au tarot de Marseille. Ça s'est passé comment ce passage? En fait, j'ai pas pratiqué le tarot de Mademoiselle Lenormand. Non, vous l'avez vu en pratiquer. Voilà. Se pratiquer, Voilà. Mais finalement, quelque part, vous avez commencé par le tarot de Marseille. C'est votre maman qui vous l'avait mis en main. Oui, j'ai dû trouver un tout petit jeu de tarot de Marseille. Puis elle me l'a donné, ça se passe souvent comme ça. Vous aviez une quinzaine d'années à l'époque? Vous avez 14.
Et donc, ensuite, les choses se font souvent par des coïncidences. Justement, quand on pratique le tarot, on est de plus en plus ouvert aussi aux signes, aux coïncidences de la vie, quoi, qui peuvent vraiment apporter des choses, créer du sens en fait. On peut créer du sens à partir de ces choses-là, on découvre les bonnes personnes au bon moment. Et quand on suit cette énergie, c'est vrai que c'est très intéressant. Mais comment est-ce que ça est venu, comment est-ce que vous êtes arrivé à professionnaliser ce que vous faisiez quand vous étiez adolescent? Est-ce que vous avez pensé faire d'autres métiers que d'être tarologue? J'ai fait des études de philosophie en fait. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Donc j'ai fait des études de philosophie, après j'ai aussi étudié la psychologie. Depuis 2009 en fait, j'ai rencontré un coach de vie indien avec qui m'a formé aussi au coaching de vie. Donc voilà, j'ai vraiment intégré ça dans le tarot pour ressortir au maximum comment on peut aider le consultant et non pas simplement lui faire des prédictions, mais pouvoir vraiment faire une sorte de diagnostic, pas de santé évidemment, mais un diagnostic sur son état intérieur, sur les dynamiques qu'il a dans son présent. Donc c'est là qu'il y a une nuance où mais vous voulez, est-ce que dire qu'on lit dans le devenir. En fait. Mais vous voulez dire que ça a toujours été le tarot au centre, c'est-à-dire que votre intérêt pour la philosophie et la psychologie c'était toujours par rapport au tarot, ou bien c'était toujours pour compléter le tarot, ça a toujours été le centre de votre truc, ou bien c'est le contraire, vous avez fait de la philosophie et après vous êtes revenu vers le tarot, je n'ai pas compris comment ça se enchaîne. Ah oui, non, en fait, il y a plusieurs choses, moi je dirais, j'ai suivi des cours d'arts martiaux, j'étais jeune, avec un maître. J'ai été très intéressé par vraiment la philosophie spirituelle en fait. Et j'ai aussi découvert toute la philosophie et la psychologie humaniste et ésotérique. Et j'ai vraiment eu cet intérêt aussi après le décès de mon père en fait, d'aller comprendre. J'ai eu une sorte de désillusion, on va dire, à certains moments, qui ont renforcé ma recherche. J'ai voulu comprendre des choses qui n'étaient pas forcément expliquées, dont d'ailleurs je n'avais pas les réponses non plus dans mes cours de philosophie. Voilà, c'est ça qui vous a un peu ramené vers autre chose, vous êtes sorti de la philosophie pour aller vers le karma, tout ça. Oui. Mais j'ai voulu expérimenter, je suis resté quand même toujours très prudent, c'est-à-dire je pense que c'est important d'être dans la spiritualité, d'être patient et prudent, de mûrir les choses, voilà, et d'essayer de voir par soi-même, d'aller aussi vers l'expérience pour comprendre, avoir une compréhension personnelle de l'intérieur, qui soit d'un livre ou d'un enseignant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait des choses à l'extérieur, mais il fallait retrouver la réalité intérieure à laquelle ça répondait. Et là, c'est un autre travail. C'est vrai qu'il y a des gens qui se contentent de plaquer les choses de l'extérieur vers l'intérieur, mais finalement, c'est plaqué, c'est pas... Oui, voilà, ça nous met dans une forme de passivité, alors que je pense que les choses doivent vraiment, comment dire, tant qu'on on trouve pas sa source intérieure, finalement on est toujours ballotté par tout ce qui nous arrive. Donc on va être heureux parce qu'on a un événement favorable qui arrive. Et évidemment on retombe dès que les contrariétés arrivent et finalement on est ballotté. Et dans l'ordre de la connaissance c'est pareil, on va être confronté à toujours des interprétations différentes. Mais la philosophie c'est pareil, ça vous forme aussi à un travail intérieur. Oui, tout à fait. Il faut repenser tous les mots, tous les concepts, donc c'est déjà tout à fait compatible en fait. C'est tout à fait compatible, oui, parce que il faut travailler à la fois des analyses, des concepts qu'on fait, et en même temps réussir à écouter ses ressentis,
à travailler sur soi en fait, c'est un travail sur soi. Et moi c'est vrai que j'ai eu à certains moments des moments difficiles comme tout le monde, mais j'ai eu des... Mon questionnement était accentué parce que j'étais face à un peu ce que les bouddhistes appellent l'impermanence, auquel on est tous confrontés, le mystère de la souffrance, de la vie, la mort, et tout ça. Et à ce moment-là, il y a vraiment un travail à faire pour retrouver son équilibre. Une décantation. Et c'est en trouvant en faisant ce travail qu'au bout d'un moment, on a envie d'aller vers les autres et aussi d'échanger, de partager. Oui, parce que en fait, la question c'est de savoir si vous, du compte, vous avez une conscience de votre individualité propre ou particulière, ou au contraire, vous rejoignez une espèce de soi universel. Est-ce que c'est important le moi? Qu'est-ce que c'est que le moi? Alors, pour moi, enfin, si on parle en termes de... Qu'est-ce que c'est que l'individuation? On peut avoir... on a notre moi qui est identifié, avec notre identification à notre passé, à toute notre histoire, comment dire, qui contient aussi notre identification à des blessures émotionnelles, voilà, à des choses qui viennent perturber les croyances, tout ce qu'on a reçu par nos parents qui nous a façonné. Et il y a aussi ce petit moi qui serait l'ego, qui s'accroche, qui n'arrive pas à se dégager de ces choses-là. Et ce qui fait que finalement on est un peu dans la prison des pensées, et des choses acquises, et ces choses qui se sont formées petit à petit, qui sont rigidifiées. Une sorte de pollution un peu. Et ça peut être des pollutions, il peut y avoir des choses justement avec une séance de tarot, on peut faire ressortir des choses, un peu aider à formuler des choses, des mémoires affectives qui sont enfouies, qui peuvent apparaître dans les cartes, et aider le consultant à conscientiser ça pour s'en libérer en fait. Voilà, finalement, oui. Pour décharger son poids de tout ça. Voilà, parce que en fait, moi je crois, j'ai la notion de l'âme. Oui. Et effectivement de l'âme universelle. Donc pour moi, on a à la fois une âme individualisée et en même temps... Une mémoire. Oui, et une mémoire, et en même temps on est des êtres spirituels, c'est-à-dire on est assez proche les uns des autres quelque part, un chemin d'évolution. Mais en même temps, tout le monde il y a une convergence entre les gens, entre les êtres. Et une fois qu'ils sont unifiés, ils convergent. D'ailleurs, les grands esprits se rencontrent. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Je pense qu'on est tous là pas seulement, enfin, à la fois pour créer notre chemin personnel, parce que je pense qu'on est des créateurs de notre vie, de notre réalité, à un point de vue plus métaphysique, mais on est aussi des co-créateurs, c'est-à-dire qu'on avance tous ensemble, c'est pas un hasard si on est tous là sur Terre, et on connaît la situation sur Terre en ce moment. Et le fait que l'évolution individuelle amène l'évolution collective en fait, par un effet papillon qui permet finalement, si on veut, plutôt que de se lamenter sur les problèmes, sur la crise et tout ça, ce qui est important c'est de se transformer soi-même, de faire ce travail sur soi qui nous permet de jouer un rôle positif dans cette vie et qui rejaillit de toute façon par des jeux de force sur l'ensemble. Je voudrais vous poser encore deux questions. Alors, premièrement, qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie, Guillaume? Est-ce que vous avez rencontré l'astrologie sur votre chemin? Est-ce que vous l'avez écarté? Je ne sais pas, parce que nous, on est assez branché astrologie pour nous. Non, je suis passionné par l'astrologie aussi. C'est vrai que je suis vraiment, j'ai plus fait l'étude du tarot. L'astrologie, je l'ai moins étudiée, mais j'ai rencontré des astrologues, j'ai consulté des astrologues qui d'ailleurs, la dernière que j'ai vue m'a confirmé d'après mes planètes que j'avais vraiment, j'étais sur la bonne voie en fait par rapport à la tarologie,
mais aussi la musique, parce que je fais aussi de la musique, Oui. du dessin, voilà. De la musique et du dessin? Oui, c'est ma passion. C'est votre passion, voilà. La musique, c'est-à-dire en tant que vous faites de la C'est composer? compatible. Composer? Vous faites quoi? Oui, je joue de la guitare en fait. Vous composez des musiques pour chansons, de la musique classique, je sais pas. Non, je joue soit des chansons, soit du blues. Oui, d'accord, oui. Et puis alors, une autre question aussi, le masculin et le féminin, est-ce que vous jouez là-dessus? Le yang, le yin, est-ce que les hommes et les femmes, est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous avez une conscience, ou pas du tout, au contraire, de ce qui fait la différence entre un homme et une femme? Parce que quand vous avez un client, est-ce que pour vous c'est pareil que ce soit une cliente ou un client? Est-ce quelque part elles ont un même modèle de vie, les mêmes valeurs, le même profil? Ah, c'est deux questions. Est-ce que le destin d'une femme c'est le destin d'un homme, etc. Là, c'est très intéressant comme question aussi. Je pense qu'on porte tous en nous des modèles du masculin et du féminin qui sont en fait des modèles archétypaux qui correspondent à notre époque et à l'histoire aussi, qui ont été façonnés par les cultures et par l'histoire commune. Et à ce niveau-là, on a tous aussi des choses à comprendre, à travailler pour avoir un meilleur équilibre. Quelle est notre notion du masculin ou du féminin? Est-ce qu'on a des archétypes trop rigides? Est-ce qu'ils sont évolutifs? Est-ce qu'on peut justement en soi-même, il y a aussi cet équilibre? On peut parler de la philosophie asiatique, du yin et du yang, ou alors l'anus et l'anima. Comment est-ce qu'en soi-même on équilibre ses énergies? Parce que finalement c'est aussi ça qui est très important. Est-ce que par exemple on a eu dans notre rapport avec nos parents, qui sont le premier modèle du féminin et du masculin, est-ce qu'on a certaines choses à guérir, des blessures, des choses, des schémas un peu rigides qui nous gênent finalement dans notre fonctionnement? Et comment retrouver en soi-même cet équilibre, cette harmonie de ces deux pôles féminin et masculin, finalement sont en nous tous, puisque quelque part on peut considérer que l'être est, on pourrait dire, androgyne, l'être conscient, Oui. mais ces attributs évidemment dans notre société font qu'on a des destins quand même différents. Oui, mais quand même, donc vous n'êtes pas trop dans l'idée que l'homme et la femme sont un mode de fonctionnement différent. Si, ils ont une psychologie différente, je pense que... Si, quand même. Oui. Vous pouvez nous donner une ligne directrice par rapport à ça? Qu'est-ce qui pourrait, si on vous demandait où est-ce que cette différence elle est palpable? Vous voudriez dire quoi, Guillaume? Je pense que souvent, les femmes sont plus dans l'émotionnel, plus facilement, elles ont un rapport même avec leur féminité qui est différent que l'homme et cherche plus à s'affirmer et reste souvent plus analytique. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes, on voit souvent qu'il y a plus de femmes qui s'intéressent à l'astrologie, à la numérologie, au tarot. Et alors ça veut dire quoi, à votre avis? Elles sont plus proches de leurs émotions, de leur sensibilité. C'est paradoxal parce que alors que les hommes ont tendance à rejeter ça et à justifier le modèle masculin un peu guerrier, justement, l'archétype. Mais tous ces savoirs sont quand même pas si... c'est un paradoxe que vous dites, parce que ces savoirs, au fond, ils sont quelque part très structurés. L'astrologie, c'est quand même très, très organisé. Le tarot, on va dire, ils ont une base qui est contestable, mais en tant que... Une fois qu'on fait abstraction de cette base-là, c'est souvent très systématique. Oui. Donc on peut se demander si elles ne sont pas en recherche de... Est-ce que tous ces savoirs ne représentent pas le masculin pour elles? C'est-à-dire que c'est l'élément masculin qu'elles iraient chercher à travers des structures assez rigides finalement. Soit c'est quelque chose qui leur correspond, soit au contraire c'est quelque chose qui les complète.
Parce que c'est la différence d'ailleurs. Ça leur correspond et c'est aussi, c'est vrai qu'il y a toute une connaissance qui est aussi systématique, comme vous dites, une connaissance très organisée. C'est ça qui les séduit quand même, oui, ça les séduit, ça, une dimension. Oui, c'est très séduisant. Elles ne vivent pas du tout ça comme chose émotionnelle. Il y a beaucoup Non, mais par exemple, beaucoup de gens aujourd'hui se disent cartésiens, très cartésiens. Oui, mais il y a un... Finalement, ils sont bloqués par certains dogmes. Oui. Là, on rentre dans une problématique philosophique. Non, mais je veux dire que... La spiritualité et la science, qui est très complexe. Oui, c'est-à-dire que les cartes étaient un côté spirituel, effectivement. Parce que vous parlez de cogito, c'est quelque chose de très intérieur. Oui, en fait, il n'y a pas une formule mathématique. Par exemple, dans l'astrologie, on va vraiment être sur des calculs très précis, comme dans la numérologie. C'est vrai que dans le tarot, on échappe à ce côté... Bien que ce soit quand même très codifié aussi. C'est très codifié, mais c'est aussi fait pour éveiller l'intuition. Et on échappe à ce côté. Oui. Et d'ailleurs, l'astrologie aussi fait appel à l'intuition à un certain niveau. Oui, mais c'est ça qui est amusant, c'est qu'en fin de compte, quelque part, dans un premier temps, on va vers un savoir institué, et après, il y a le féminin qui réapparaît, qui réintroduit quelque chose d'autre. Mais il y a une thèse, antithèse, quelque part. Mais quelque part, l'apprentissage de ces savoirs, c'est de l'ordre de l'antithèse. C'est vraiment aller vers quelque chose qui, au contraire, qui présente une sorte de radiographie, à la limite. Hein. Elles se disent... Grâce au thème astral, je vais savoir comment je fonctionne, je vais voir, je vais visualiser ce que c'est quand même pas du tout, je veux dire, c'est très intellectuel. C'est le domaine de la connaissance. À la limite, les hommes n'ont pas vraiment ils n'ont pas vraiment besoin de ce truc-là, ils n'ont pas besoin d'un schéma qui les représente, un schéma que leur propose. Donc on est dans une espèce de système de miroir, en fin de compte, on est toujours attiré par l'inverse. Pourquoi est-ce que, comme vous dites vous-même, quand on va aux réunions d'astrologie, il y a très peu d'hommes, il y a très peu d'hommes qui sont disposés à entendre des conférences. Comment ? Oui, enfin il y en a 5-6%, mais vous faites partie justement de... Parce que, on dit toujours, le profil moyen des gens qui vont dans les réunions d'astrologie, c'est la dame de 55 ans, et le cas le plus rare, c'est le jeune homme de 30 ans. C'est l'anti-modèle, en fait, c'est l'anti-modèle. Moi je sais que dans les réunions d'astrologie que je connais à Paris, si on vous plonge là-dedans, on va dire qu'est-ce qu'il fait là, tellement le public est pas du tout comme ça. Donc dans les années 60 c'était différent, mais aujourd'hui, un trentenaire qui est passé par l'université, etc., on se dit qu'est-ce qu'il fout là? En fait, tout dépend si une personne est vraiment cette démarche de la connaissance de soi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui repoussent les grands questionnements. En fait, finalement, ça peut faire peur. C'est vrai qu'on est dans une position de vulnérabilité. On perd nos certitudes. Et je pense que peut-être que les hommes ont peur de mais je pourrais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quelque part, parce que moi je dis toujours, qu'est-ce qui fait fuir les hommes de ces réunions où on interprète des etc. C'est quelque part, comme il vous dit, c'est qu'ils n'arrivent pas à intégrer ces informations. Les informations, quelque part, elles ont perdu une certaine forme de... Elles sont devenues un petit peu abstraites, finalement, elles sont un peu artificielles. Ils n'arrivent pas à les... Ils ont un malaise par rapport à ces savoirs. Parce que finalement, les femmes, c'est un sujet qui m'intéresse, les femmes, elles ont tendance à... Elles sont beaucoup plus disponibles pour recevoir son beau savoir. Pour commencer, parce qu'elles ont besoin de se remplir. Ça, c'est un débat, c'est le problème de la vacuité. La vacuité, quelqu'un qui est dans le vide intérieur, il a besoin de se remplir. Et il est très boulimique de l'information. Et je pense aussi qu'on est dans, comment dire, il y a les savoirs appris à l'école. Moi je pense que beaucoup de gens s'arrêtent à ce qu'on leur a donné, en fait, ce qu'on leur a montré. Et par rapport à l'homme et la femme, moi je me demande si finalement il n'y a pas cette notion, forme de
d'image masculine autoritaire, en fait, un autoritarisme, un paternalisme, en fait, une société encore patriarcale. Et finalement, l'homme a trop de... Là, je vais rentrer dans des clichés. Ou peut-être qu'il ne veut pas que quelqu'un vienne lui dire, pour mettre ses certitudes en cause, il veut être le patron. On a cette image vraiment de la société hiérarchisée avec le président en haut, le chef des armées, l'image guerrière, et finalement tout ce qui peut s'apparenter au féminin. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est les notions de féminin sacré. On pourrait aussi parler de masculin sacré en fait. C'est comment arriver à à purifier ces énergies en fait, des agrégats, des pollutions qui sont des déséquilibres qu'il y a eu au cours de l'histoire en fait, entre ces deux pôles. Ah oui, c'est vrai, hein, il y a peut-être un problème à résoudre, la culpabilité. Je pense qu'on est porteur aussi de ces problèmes qui tirent leurs racines assez loin. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais... On a l'impression que pour vous, les hommes sont en faute par rapport aux femmes, un petit peu, au niveau de leur histoire. Ils ont abusé, je ne sais pas, moi, c'est pas du tout mon point de vue, mais je veux dire, c'est vrai que vous m'avez parlé beaucoup de votre mère, de votre arrière-grand-mère, peut-être une structure un peu patriarcale, mais effectivement, c'est vrai qu'on peut quand même poser la question de savoir pourquoi il y a... c'est vrai que souvent, les femmes, quand on leur demande des choses sur l'astrologie et sur le tarot, elles ne savent pas exactement expliquer comment ça fonctionne, pourquoi on dit ça, pourquoi on ne dit pas ça. On est quand même dans un domaine qui est encore vu comme irrationnel. C'est encore... Il est irrationnel parce qu'il n'a pas été, parce que justement, ceux qui l'utilisent ne l'intègrent pas complètement. C'est-à-dire qu'elles le prennent, mais elles ne se l'approprient pas pleinement. Moi, je rebondis sur ce que vous disiez au tout début de notre entretien, c'est-à-dire ce besoin de repenser les choses, de les reconstruire pour soi-même, qui fait que l'homme, quand il y a des savoirs qui, disons que finalement l'homme se décourage par rapport à ces savoirs. Parce que quelque part, il n'arrive pas à les intégrer. Donc il y a des anticorps, moi j'appelle ça des anticorps, c'est quelque chose qui est inassimilable, donc il le rejette. Et c'est vrai que l'astrologie, moi je suis surtout un chercheur d'astrologie, l'astrologie, si on ne trouve pas une clé, une voie pour l'intégrer, ça reste quelque chose comme ça d'extérieur. C'est là que le chercheur, en fait, il a vraiment, il finit par être récompensé dans le sens où, en fait, les personnes qui regardent la chose en surface vont rejeter un peu trop vite, quoi. Alors le chercheur a une intuition, oui, mais oui. Il sait qu'il va finir par trouver une raison et les explications, mais il doit faire preuve de patience, oui, voilà. Il doit avancer et faire preuve d'humilité. Oui. Mais ça c'est, vous savez, on dit par rapport à la Kabbale, c'est pareil, on dit la même chose, on dit pour la Kabbale, ça rend fou. C'est extrêmement délicat de conseiller à quelqu'un de faire des recherches dans ce domaine-là parce que il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et c'est on peut se perdre dans tout ça. On peut se perdre et à partir de ce moment-là, soit on rejette complètement, soit on renonce à comprendre. Et la solution, c'est effectivement d'arriver à décanter et à enlever les trucs qui se sont rajoutés. Et ça demande un don particulier, un don de recherche très très pointu. Ouais, c'est vraiment un mouvement qui vient de l'intérieur, qui nous pousse dans ce cheminement. C'est un domaine où on voit beaucoup d'échecs. D'ailleurs, c'est intéressant, s'il a fallu faire un travail sur l'échec de la recherche,
il n'y a pas de domaine où il y a plus de recherches qui vont échouer, qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout, qui se sont arrêtés à moitié, qui ont renoncé. Ce sont des recherches qui sont avortées. Parce qu'on arrive on est un peu dans un labyrinthe, quoi. Oui. On peut arriver dans des impasses, mais et c'est là encore que l'intuition, elle vient nous guider et nous dire continue. Mais en même temps, ce qui attire les femmes justement dans ce domaine-là, c'est que justement l'homme ne peut pas maîtriser le sujet. C'est qui les excite purement rationnel. Ça les excite de voir que c'est un domaine qui à la fois existe et qui en même temps échappe quelque part à l'intellect humain, à l'intellect masculin. Et donc c'était une sorte de pied de nez à l'intellect masculin en disant voilà, ça existe, mais toi tu peux pas m'expliquer pourquoi ça existe. Donc quelque part elles mettent l'humanité l'homme en échec par rapport à ce savoir. Et toi qu'il existe, mais en même temps tu n'arrives pas vraiment à en trouver la clé, donc ça te dépasse, donc c'est transcendantal, etc. Et le Messie, c'est celui, la hantise, c'est de voir des hommes arriver malgré tout à maîtriser tout ça et à évacuer et à faire que ce savoir finisse par tomber dans l'escarcelle de l'intelligence humaine, alors que pour l'instant il est là sans être là, une espèce d'ovni. L'astrologie, c'est des ovnis, c'est des objets, on ne le comprend pas, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et alors ils vous disent, oui mais ça marche pour nous, le fameux débat sur théorie et pratique. La théorie, on ne sait pas, mais ça marche. Ce qui est la formule clé, des formules magiques. Quand on vous pose la question. Oui, le tarot marche très bien, c'est-à-dire que lorsque je fais un tirage, j'obtiens des informations sur le jeu de tarot lui-même, et même si la personne n'est pas en face de moi, sur le jeu de tarot, même si elle ne m'a rien dit, oui. Donc ça évidemment c'est quand même intriguant, mais finalement ce que je pense c'est qu'au bout du compte on peut arriver à un système, à une compréhension, alors vraiment par exemple dans l'astrologie, la science de la numérologie, surtout je pense les calculs astrologiques, on peut arriver dans une forme de système vraiment élaboré, mais après beaucoup de recherches pour comprendre les clés en fait, qui ne sont pas si évidentes, mais on finit par aboutir dans le mystère. Et justement en fait dans le tarot il y a la carte de la papesse, qui est la deuxième carte, l'arcane 2. Et sur le tarot du chat, il y a une phrase qui dit je suis tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera, et nul mortel n'a encore ôté le voile qui me couvre. Et là, je pense que c'est une inscription qui était sur le temple de Saïs en Égypte en fait. C'est vrai que ça évoque aussi les écoles des mystères égyptiennes, mais c'est aussi le fait que c'est l'ouverture aussi, comment dire, entre la connaissance et les connaissances qui sont organisées encore plus, auxquelles on doit s'intéresser et on doit avancer avec, et pour comprendre les clés, mais au bout du compte, il y a l'ouverture sur le mystère, sur ce qui nous dépasse, c'est que le savoir humain, finalement, reste toujours dépassé par un mystère dans lequel il suffit de penser à l'infiniment petit, à l'infiniment grand, parce que notre univers est dans un multivers. Finalement, on est toujours dépassé. Et là, lorsqu'on rentre dans on prend connaissance on comprend cette phrase, comme disait Lao Tzu, l'essentiel est mystère, on ouvre une porte finalement, on accepte de se décharger de certains fardeaux de connaissances, et là on est dans le moment présent, puisque tout existe en même temps. Tout
ce qui a été, tout ce qui sera, et réuni dans cet instant présent.